Voici un aperçu de notre soirée décryptage des médias avec Bala Fofana, journaliste à Libération, sur le thème d'un possible second tour des élections présidentielles à venir. Donc déjà, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors la séance d'aujourd'hui, on va essayer de partir d'une une du journal pour lequel je travaille pour faire un peu l'analyse de communication politique en temps de crise et de stratégie politique électorale. D'accord ? Ça c'est pour les termes techniques. Quand je vais vous montrer la une, ce sera peut-être un peu plus clair et un peu plus parlant pour tout le monde. Donc je vais vous montrer une qui a fait polémique. D'accord ? Est-ce que vous l'avez vue ? Oui. Est-ce que quelqu'un, parce que comme j'aime bien aussi que les gens discutent, et je ne parle pas tout seul, peut resituer un peu le contexte? C'est-à-dire pourquoi ça a fait polémique, quel est le débat, est-ce que vous voulez que je zoome? Ça fait polémique parce qu'apparemment il n'y a aucun candidat à partir de là qui seront. Et je vous ai juste interrompu, il y a la une en papier, c'est là. Pardon, tu disais? Oui, je disais que ça fait polémique parce qu'aujourd'hui on ne voit que ces deux candidats au deuxième tour. On dit que tous les autres seront loin derrière. Enfin. Ouais, tu peux faire ça. Ce qui veut dire qu'on doit choisir entre les deux. Tout le monde dit, c'est même pas la peine de choisir pour les autres, ils ne passeront pas, donc on choisit entre les deux. Et que c'est fort probable que Marine Le Pen gagne les élections présidentielles, vu que Macron aujourd'hui il est en baisse au sondage, quoi. Vu que voilà, il n'a pas tenu à ses promesses, donc les Français, je pense pas qu'ils vont voter pour lui pour 2022. Okay. Donc du coup là vous avez résumé les enjeux où on parle déjà d'un second tour en 2022 sans avoir même commencé le premier tour et sans être même déjà en 2022. D'accord ? Et qui peut lire ce qu'on appelle dans le jargon journalistique la manchette? Ouais. Entre colère et déception, les électeurs de gauche, interrogés par Libération, redoutent la finale annoncée par les sondages pour la présidentielle et appellent au réveil de leur camp. Pour beaucoup, pas question de revoter Macron, même face à Le Pen. Donc, là, on plante un problème, c'est tout le monde parle du duel, mais une question se pose à gauche. La question du barrage, du point de barrage, ce qui a déjà été fait en 2017, mais aussi des années 2000 entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. D'accord ? Et cette question-là, elle posait déjà problème, on va dire, en 2017, mais là, elle pose encore beaucoup plus problème après 4 ans de présidence. D'accord ? Et j'aimerais que vous me disiez un peu, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette une, aussi bien sur la forme que sur le fond. Et quelle position vous avez par rapport à ce débat, à la société. Qui veut se lancer? Ouais. Mais, excusez-moi, mais il se fout de la gueule du monde, là. Quand il y a marqué « j'ai déjà fait barrage, cette fois-ci c'est fini », moi je ne comprends pas cette phrase. Parce qu'en fait, nous on l'a élu, c'est nous qui l'avons élu pour faire barrage. Oui, mais c'est... Alors, il faut que je précise. Voilà, parce que faut bien préciser quelque chose, là. C'est pas Emmanuel Macron qui dit ça. Ouais, c'est Libération qui est allée sur le terrain. Je pense que Marine Le Pen a pris beaucoup de confiance. Elle pense qu'elle sera élue pour 2022. D'abord parce que Macron, elle voit que Macron a du mal à gérer déjà la crise et beaucoup des problèmes des Français. En même temps, elle voit qu'il n'y a pas d'autres candidats. Alors pour elle, c'est la prochaine président de la République. Alors moi j'ai ouvert cette affiche, et c'est vrai qu'on en parle sans arrêt tout le temps. Moi je dis voilà, aucun des deux ne me plaît, alors je dirais pourquoi j'irai voter. Puisqu'apparemment ce sera un des deux ça sera les deux au deuxième tour et un des deux qui va passer. Alors je ne pourrais même pas voter ou Mélenchon ou un autre ou tout ça, c'est même pas la peine. Il va y avoir beaucoup d'abstention à cause de ça. Donc ça, c'est une une qui est basée, on va dire, sur des témoignages et qui est censée alerter l'opinion aussi bien à gauche qu'à droite sur les gens veulent autre chose qu'un second tour en 2022. D'accord ? C'est dans cette idée que ça a été diffusé. Mais ça a créé une polémique au sein de la République En Marche qui a vu ça comme une insulte, une attaque et Libération qui banalise les idées du Rassemblement national. Et donc là, c'est la députée européenne Nathalie Loiseau qui tweet ça. J'ai demandé à quelqu'un de bien vouloir nous lire son tweet et de décrire le tweet avant de le lire. Premièrement, j'en vois Jean-Marie Le Pen et un grand nom. Et la deuxième, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et est-ce que tu sais le nom, à quoi il correspond et à quel moment historique il correspond? Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on appelait à l'époque, l'expression qui était très dérangeante, parce que pas vrai, un accident électoral? Ouais. C'est quand tout le monde oublie de voter, non? C'est pas ça?
Un peu, parce que pendant un moment, il y avait Jean-Marie Le Pen qui était passé au deuxième tour, parce que les gens avaient oublié de voter pour je sais plus qui, j'ai oublié. Alors, je ne sais pas si vous avez oublié de voter, mais t'es pas loin. Effectivement, c'est Chirac. Il est élu président en 1995. Et à l'époque, un mandat présidentiel, c'était 7 ans. Donc 7 ans plus tard, donc en 2002, il y a l'élection présidentielle. Et à l'époque, les forces en présence, c'était Jacques Chirac et Lionel Jospin. Contre toute attente, sondages et autres, etc., Jean-Marie Le Pen est arrivé devant Lionel Jospin, ce qui donnait un second tour, Jacques Chirac, Jean-Marie Le Pen. Donc en 2022, ça fera 20 ans ça. Et à l'époque, donc il y a 19 ans, Libération avait fait une une intitulée NON pour dire hors des questions, prenons nos responsabilités et faisons partage. D'accord ? 19 ans. Il n'aura fallu que 19 ans à une partie de la gauche pour perdre la boussole, renier ses valeurs et espérer le pire, dans l'attente illusoire de jours meilleurs pour elle. Trump, Poutine, les amis de Madame Le Pen sont connus de tous, leurs méfaits aussi, des somnambules. Ok. Donc du coup, qui peut me résumer la pensée de cette députée ex-ministre, sa réaction par rapport à la une? Comment elle l'a fait? Et la position de l'oiseau, c'est de dire en 2002, la gauche, et cette une était forte parce qu'elle disait non et fait, et qu'en 2020 et en 2022, la une dit j'ai déjà fait barrage. D'accord? Et ce qui est important en politique, ou même quand vous parlez à quelqu'un à qui vous n'avez pas confiance à 100%, c'est de se réfléchir à l'intérêt qu'il a à vous donner un argument. Quel est l'intérêt de Nathalie Loiseau d'être scandalisée par la une de 2021, sachant qu'elle est membre du parti présidentiel? Alors je replante le décor. En 2002, c'était une évidence de faire barrage au FN. En 2021, ça ne l'est plus. Donc du coup, si je me mets en tant que personne membre d'En Marche, si bien que c'est plus évident pour les gens de gauche de faire barrage. Et on va essayer de réfléchir collectivement à pourquoi aujourd'hui c'est plus si évident. D'accord? On va se poser la question ensemble. Est-ce que les lignes de démarcation ont été respectées pendant les 4 ans du gouvernement? Est-ce que vous avez des épisodes en tête qui montrent que ces lignes n'ont pas été respectées? Déjà, la plus récente, c'est la gestion des crises sanitaires. Beaucoup de mensonges, voilà. On n'a pas été clair avec les Français, quoi. Il y a les gilets jaunes aussi. Il y a les gilets jaunes, donc il y a une crise sanitaire et une crise sociale. D'accord. Ensuite. Il y a eu une augmentation des inégalités. Il y a eu totalement une augmentation des inégalités. Ils nous ont baladés sur la retraite. Voilà, c'est ça. Il y a eu des grandes manifestations sur la réforme des retraites. Ouais. Et il faut savoir que sur la réforme des retraites, il y a eu des catégories de la population qui souvent n'étaient pas ceux qu'on voyait plus dans la rue. Réussir quand même à mettre les avocats dans la rue et les faire manifester, réussir à faire manifester les pompiers, réussir à faire manifester le personnel soignant, le SAMU, les enseignants, c'est une grosse performance. D'accord? Donc ça, ce sont des éléments factuels qui ont créé la déception. D'accord? Donc du coup, ce sont des éléments qui mettent les gens dans une sorte de difficulté. D'accord? Dans leurs valeurs, ils sont totalement à l'opposé du Front National, bien sûr. Mais ils ne se sentent pas motivés pour aller plus loin et remettre un nouveau bulletin où ces personnes hésitent. Peut-être que dans la famille, à un moment, elles le feront, mais la question se pose. D'accord? Donc ça, on a été sur le bilan. D'accord? Qui peut être contestable, etc. Et maintenant, on va nous s'intéresser à des moments où, en fait, la différence entre les positions du gouvernement et celle du Front National n'était pas si claire. Ok? Et pour ça, je vais choisir quelques petits épisodes de l'actualité. On va se remettre ensemble et analyser pour comprendre pourquoi le doute existe et se poser la question de si la République En Marche n'a pas trop été chassée sur les terres et sur les thèmes du Front National. Ok? Donc, je vous propose un petit saut dans le temps. Qui se souvient d'une directrice d'école de Pantin? Ouais. Peut-être que t'étais suicidée, non? Elle s'est suicidée. Parce qu'en fait, elle s'est pas sentie soutenue. En fait, son travail était très dur en tant que directrice d'école.
Ouais. Et donc elle a mis fin à ses jours. Elle a laissé une lettre, il me semble. Exactement. Et voilà. Et en plus, elle était au bord de la retraite. Vous comprenez pas, elle était au bord de la retraite en plus. Ouais, elle était au bord de la retraite. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment 3 semaines après la rentrée, quelque chose comme ça. D'accord? Ça, c'est un moment qui est très important. Et là, en fait, il y a la lettre de cette directrice qu'elle fait envoyer à tout le monde avant son suicide pour dire il y a un ras-le-bol. L'établissement dans lequel je suis représente des milliers d'autres établissements. Et moi qui aime les gens, qui aime les êtres humains et qui veut un avenir meilleur pour les gens, je me sens désespéré et je vais me suicider. D'accord? Donc c'est un moment très grave, d'accord, qui touche totalement les sujets de société. Ça veut dire que l'enseignant, c'est une des figures sur laquelle, historiquement, s'est construite la République française. D'accord? Depuis la Troisième République, l'enseignant il a été mis à un niveau très élevé et ça a été vraiment un des piliers. D'accord? L'école, c'est un des piliers sur lesquels on s'appuie pour éduquer les gens et pour avoir un projet de société. Et donc, le suicide d'une directrice d'école dévouée, ça crée une émotion très importante. Et pour Jean-Michel Blanquer, qui est ministre de l'Éducation, ça va être une période très compliquée. Parce que ça remet sur la carte toute la difficulté du corps enseignant, etc., les inégalités sociales, avec des fonctionnaires qui, en fait, au lieu de se concentrer à enseigner, doivent lutter déjà contre les inégalités dans leur territoire. Les enseignants qui racontent que par manque de moyens, en fait, le matériel pour leurs élèves, il leur arrive de leur acheter eux-mêmes. Sachant que les enseignants, au fil des années, leur salaire dégringole. Ils sont de plus en plus mal payés. Un enseignant qui débute, il a bac plus 5 et il commence à 1 500 €. Donc 300 € de plus que le SMIC. Et donc, ça va cristalliser les colères des enseignants. Et ce qui est assez fou, c'est que là, on ne le sait pas encore. On est à 2 mois de la réforme des retraites. Et dans cette même période de 2 semaines où tout le monde parle de l'école, il va se passer une polémique. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était une sortie d'école avec une mère voilée qui portait le voile et qui va se retrouver prise à partie par un membre, par un élu du Front National. Est-ce que vous vous en souvenez de ça? Oui, oui. Ok. Quelqu'un peut recontextualiser avant qu'on lance la vidéo? C'était en sortie scolaire. Ouais. Puis il y a je ne sais pas c'est qui a pris la parole, mais il a demandé à la femme voilée de sortir. Parce qu'il On retirait sa voix, sinon elle sortait. Oui, voilà. Parce que c'était un lieu laïque, enfin, c'était par rapport à la laïcité. De son fils, oui. C'est ça. Et est-ce que vous vous souvenez de la polémique qu'il y a eu? Du coup, il y avait 2 camps. D'accord? Le camp des gens qui étaient plutôt sur le droit, qui disaient que la mère de famille, c'était pas une fonctionnaire, et donc qu'elle ne représente pas l'État, et que dans le droit, dans les sorties scolaires, les mères accompagnatrices, rien dans le droit ne les empêche de porter un foulard. Parce qu'elles ne représentent pas l'État, elles ne représentent pas l'institution, et la loi sur la laïcité demande à ce que l'État, lui, soit indifférent aux religions et neutre. Mais les individus ont le droit de pratiquer leur religion, et donc ont le droit d'avoir des signes extérieurs de croyance ou de religiosité. D'accord? Sauf qu'à ce moment-là, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, va dans ses paroles conforter la position du Front National, en disant que le voile n'a rien à faire dans la société française. Et donc du coup, ça va être un premier grand moment de crise où la position de la République En Marche, au moins d'un de ses représentants, et du Front National, les barrières ne sont plus claires. Ok? Ça, c'est un premier moment de trouble qui est lancé. Ok? De voir le ministre de l'Éducation nationale qui ne s'appuie pas tant sur la Constitution ou sur la loi de séparation de l'Église et de l'État, mais qui va aller sur une interprétation, on va dire, plutôt dure et excluant de la laïcité. Donc, du coup, ce que je veux que vous preniez en compte, c'est le timing aussi. C'est-à-dire que cette polémique vient vraiment dans la foulée du suicide de Christine Renon, et donc de la défaillance de l'État à prendre soin de ces écoles, à prendre en charge le problème des inégalités sociales, et
Là où on attendait du gouvernement un rôle d'arbitre, parce que on va dire qu'en Bourgogne-Franche-Comté, c'est très clair la position de la socialiste et la position du membre du Rassemblement national. Est-ce que la position de Blanquer, elle est proche de la membre du Parti socialiste, ou plutôt proche du Front national, ou au milieu? Comment vous le voyez? Je pense que, en fait, quand il dit... déjà, moi, ça me glace, en fait, quand j'entends ça. Enfin, je trouve que c'est juste horrible. Quand il dit que le voile n'est pas souhaitable dans notre société, en fait, il n'y a pas d'autre mot que c'est du racisme. Et il y a quand même un truc qui est choquant, c'est qu'il y a l'utilisation du terme laïcité pour essayer de dire que si une femme porte le voile, c'est pas laïque, mais c'est pas du tout ça la question. Enfin, c'est autre chose. Et voilà, enfin, c'est juste l'utilisation par le gouvernement du terme laïcité qui est hyper dangereux, et encore aujourd'hui. Et justement, sur cette question-là, est-ce que c'est pas un argumentaire qui est plutôt utilisé par le Front national? Si, parce que la façon dont il l'a formulé, il a dit le voile n'a rien à faire dans la société française. Il aurait pu être plus modéré en disant, en soulevant la question de l'école, est-ce qu'on peut venir chercher ses enfants, est-ce qu'on peut faire une sortie. Là, je ne suis pas jugée partie, mais il aurait pu juste poser la question, ça aurait soulevé un débat. Là, il a tranché, il a été clair et net. Le voile n'a rien à faire dans la société française. Donc là, il est carrément sur le terrain de Marine Le Pen. Et je vais même plus loin, c'est la première personne à avoir participé activement à ce débat-là, c'était dans les années 80, c'était Jean-Marie Le Pen, et il a dit à la virgule près les mêmes mots. Donc du coup, quand on revient sur la une, on comprend le flou. Ça, ce sont des éléments qui marquent l'esprit des gens, d'accord? Et là, vous avez vu dans l'extrait qu'on a vu collectivement que les positions tenues par Blanquer, à aucun moment il parle du fait que Julien Audoul, le membre du Rassemblement national, a un comportement très violent, qui a un enfant qui est traumatisé. Ce qu'il retient de l'épisode, lui, c'est bon, on n'a pas réussi par le droit à totalement faire disparaître le voile de la société française, mais on est d'accord qu'il n'a pas sa place dans la société française. La politique française, depuis quelques années, elle n'est pas basée sur la politique sociale ou peu importe. Elle est basée sur la politique de la sanction, le vote de sanction. Elle est basée sur la politique de pointer du doigt les gens qui sont différents. On n'arrive plus, au fait, à se retrouver dans notre société actuelle. On ne sait plus ce qui est bien pour nous ou ne pas bien pour nous. On est complètement perdu, au fait. Parce que c'est fait exprès. Quand on sait que tout le monde critiquait Blanquer à cause du suicide de Christine Renaud, et que sa position et ce scandale, qu'est-ce que ça lui a permis? De créer une politique. Pour faire diversion. Et est-ce que ça a marché? Oui. Bien sûr. Parce que quand on parle de ça, on ne parle pas des élèves qui ne mangent pas leur faim, on ne parle pas du manque de moyens dans l'école, et on ne parle pas du fait que par les politiques organisées depuis les années 60, qui sont des politiques de choix, où est-ce qu'on met les populations immigrées dans des tours, dans des quartiers précis, quel public et quels endroits, quels territoires seront affectés si on décide que les mères qui portent un foulard n'ont plus le droit d'accompagner leurs enfants à la sortie scolaire. Quartier populaire, quartier dans lesquels Christine Renaud, directrice d'école, s'est suicidée, que contre l'islam. Il ne parle de féminisme que contre l'islam. Hormis ça, cette campagne publicitaire, donc là on est avant l'indépendance de l'Algérie, le gouvernement français incitait déjà les femmes à ne pas porter le voile. Donc est-ce que c'est quelque chose de récent? Non. Est-ce que c'est un problème qu'on se traîne depuis plus de 70 ans? Oui. Il y a écrit affiche de propagande. Oui. Oui, parce que c'est ce que c'est. Parce qu'en fait là, on revient toujours à l'histoire de la question du corps des femmes et qui décide ce qu'elles portent et ce qu'elles ne doivent pas porter ou ne peuvent pas porter. Ok? Et donc du coup, du dévoilez-vous à le voile n'a pas sa place dans la société française, on peut se poser la question des progrès qui ont été faits sur le sujet. Entre cette période-là et 2019. Okay, et on peut, comme je disais dès le début, poser la question de, sur cette question, par exemple, en prenant les déclarations de Blanquer, quelle ligne il a tracée entre la République en marche et le Front National? Est-ce qu'il a tracé une ligne claire, identifiable? Donc ça, c'est un problème aussi. D'accord? Et ça, c'est un problème qui a des répercussions dans l'opinion et qui a des répercussions sur les individus. Sachant qu'on est toujours dans une période où normalement on est dans un temps fort de dénonciation
de problèmes sociaux et d'égalité. C'est pas volontaire tout ça pour, comme vous dites, diversifier. Ah, pour le coup, ça a très bien marché. Pour le coup, on a arrêté de parler du Christ de l'école qui tombe en ruine et du suicide de la directrice d'école. Ça, je vous l'accorde totalement. Parce que là, à chaque fait d'hiver, hop, ça monte en puissance. Donc ça, on va dire, c'est un moment marquant où on se dit, attention, Emmanuel Macron, candidat, avait quand même été en Algérie, avait dit que la colonisation... Aussi pour protéger aussi parce qu'on ne sait pas déjà ce qui va se passer. Alors sur ça, je vous rejoins totalement. Déjà, les labos ont été obligés de trouver à une vitesse, déjà en toute concurrence, un vaccin. Et de toute façon, sur quelque chose comme ça, on ne sera jamais sûr à 100% des conséquences et on le saura dans 10 ans. C'est ça. Enfin, Dans 10 ans, toute une population, vous imaginez aussi. Non mais voilà, ça de toute façon, sur les campagnes de vaccination, soit des vaccins ou même des médicaments qui circulent, quand on regarde le procès du Mediator, oui, mais c'est une maladie précise, par exemple. Oui. Pas sur toute la population, la jeunesse, les vieux, tout le monde, sur toute la catégorie. Ça, c'est très aussi... Israël a pris le risque aussi. Ah, mais de toute façon, c'était... En fait, il n'y a pas que Israël, et de fait, c'est... Est-ce qu'on laisse les gens mourir tout de suite? En fait, c'est que du coup, c'est vrai que les choix, ils ne sont pas très nombreux et très riches non plus. Le virus circule partout dans le monde pratiquement. D'accord? Et Israël, c'est dans une situation quand même très catastrophique. Du coup, est-ce que tu dis non, on attend d'être sûr? Déjà, quand est-ce qu'on sera sûr? Et sur les effets que ça peut avoir, ça demande des années pour être mesuré. Il faut avoir plusieurs personnes qui viennent avec le même problème et avoir comme point commun d'avoir pris ce vaccin. Ouais, c'est pour ça que la France a commencé par vacciner les plus fragiles et laissant aussi la chance pour les jeunesses. Mais Israël aussi a commencé par les plus fragiles. Tous les États qui ont vacciné, soit ils ont commencé par les plus fragiles, soit ils ont commencé par les gens en première ligne. Le monde médical, personnes qui travaillent dans le monde du tourisme. En fait, quand tu as, par exemple, je ne sais pas si vous êtes une personne qui fait du diabète et de l'hypertension et qui a plus de 60 ans, le temps des tests peut vous être fatal. En fait, ça c'est le problème, ça c'est une difficulté qui est posée là. Là, on n'est pas dans une situation où on a beaucoup de choix. Le truc, c'est quand même d'essayer de sauver des vies rapidement, de ne pas avoir autant de morts que le Brésil ou les États-Unis, par exemple. Ouais. Mais pour revenir à Israël, est-ce que Netanyahou, il s'est pas fait vraiment un devoir de vacciner toute la population pour redorer son blason? Parce que il a frappé très fort là. Ah oui. Mais avec toutes les affaires de corruption qu'il a sur le poil, avec toutes les affaires dans lesquelles il a englué, ah bah là il a marqué un point. Ah mais après, c'est ça, c'est ce que je veux dire, c'est que par exemple, un Israélien qui regarde les actualités françaises, il rigole. Il se dit, mon pays déconfine, les gens sont vaccinés. Eux ne savent pas s'il faut faire un vaccin et les gens meurent. Et ils reconfinent à nouveau. Alors pas 67 millions d'habitants, mais 20 millions d'habitants. On regarde ça de loin et ils se disent, oh, et avec des gens qui sont total. Il faut savoir qu'une personne sur 5 est dépressive depuis le confinement. Parce que ça n'a pas des effets que... ça a aussi des effets psychologiques qui sont dévastateurs. Donc du coup, là, oui, je ne sais pas si attendre, c'est une bonne solution. La réalité, c'est que les individus en ont marre d'attendre. Une des plus partagées de l'idée depuis quelques mois, c'est celle d'hier, quand ils ont dit putain encore un mois en une, que les gens se disent putain encore un mois. En fait. Donc ouais, non, le sujet est très compliqué. Et en fait, une chose dont on ne dispose pas, c'est le temps. En plus, il y a des pays qui sont une population un peu plus jeune. La moyenne d'âge en France, elle est quand même plus âgée. Et statistiquement, on montre que c'est quand même les personnes les plus âgées qui sont quand même en danger. Je ne sais pas quel pays a le temps de l'attente. C'est très très compliqué. Et on ne sera jamais sûr à 100% que c'est le vaccin parfait, sans aucun résultat ou conséquences négatives derrière. Ça, on n'a pas cette certitude et on n'a pas le temps de la certitude. C'est pour ça qu'ils ont remis le AstraZeneca, parce qu'ils disent voilà, 30 cas sur 20 millions de vaccinés, voilà. Et alors, tant pis pour les 30 morts, et puis on sauve
20 000 personnes vaccinées. Non, après, là, c'est une condition très compliquée. Mais ce que je veux dire, c'est que, humainement, quand vous êtes confiné à nouveau, et que vous voyez des images de pays où les gens vont à la plage, se vont dans des bars, dans des terrasses, mangent et se font plaisir, bah, vous les enviez. Mais là, j'aimerais bien savoir, comme Castex s'est fait vacciner cet après-midi, si jamais il y a un gros effet secondaire, qu'est-ce qui va se passer? On arrête le vaccin ou on a dit, non, j'étais en train de penser à ça. Ça, c'est des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Parce que les effets secondaires, je ne sais pas si peut-être, je ne sais pas, dit n'importe quoi, 100 sur 1 million, certainement. Oui, mais en fait, après, il y a la question des effets secondaires, et il y a des questions de gens qui perdent des proches, qui meurent de cette maladie, qui disent putain, s'il y avait le vaccin quand même. Mais après, d'un autre côté, ils ont arrêté le vaccin, pourquoi? Parce que soi-disant, il y avait la thrombose, ça. Mais dans les pilules pour les femmes. Oui, bien sûr. Et le risque de jeunes, ça fait plusieurs centaines d'années, mais ça pose des problèmes. Et le risque de thrombose est beaucoup plus avéré dans les pilules. Beaucoup plus que sur le vaccin. Ouais. Mais là, ça aurait pu tuer les hommes. Ouais, c'est chaud là. On est Oh mon Dieu, là c'est pour Oui, mais il y a quand même un pays qui a refusé. La Finlande, je crois qu'il a arrêté le vaccin. Oui, bien sûr. Et en plus, il faut savoir qu'il y a plusieurs vaccins sur le marché aussi. C'est pas le seul. Mais il n'y en a pas de vaccin. Regarde, mercredi, j'ai vu un médecin de la Salpêtrière parce que j'étais en cours de français avec des migrants. Et donc, il y avait des tests pour les MST. Bon. Donc, j'ai dit, bon, c'était préparé en amont. J'ai dit, pour donner l'exemple à mes stagiaires, je vais passer la première pour les MST. Comme ça va les encourager à faire le dépistage parce que c'était totalement anonyme. Hein. Bon, ça avait été préparé, on avait 2 médecins de la Salpêtrière. Donc, je vais à l'entretien avec le médecin. Donc, l'entretien rapide, il me dit, ah oui, vous avez tel âge, donc je ne vais pas le cacher, j'ai 70 ans, je suis diabétique, j'ai de l'hypertension. Il me dit, et en plus, avec toutes vos occupations associatives, vous êtes en contact avec des migrants. Je dis oui, et il me dit, ah mais il faut vous faire vacciner. Moi, je lui dis, franchement, je ne suis pas trop pour. Il me dit, ah non, non, madame, moi j'insiste, si je vous prends un rendez-vous, est-ce que vous allez y aller? J'ai écouté, docteur, si vous prenez le rendez-vous, je ne vais pas vous dire oui pour ne pas y aller après. 3 quarts d'heure, je suis restée dans le bureau pendant qu'il faisait les recherches. C'était quand même un médecin de la Salpêtrière. À la fin des 3 quarts d'heure, moi j'étais un peu comme ça énervée, mais pas à cause de ça. J'étais un peu énervée parce que j'avais laissé ma classe. Toute seule, j'étais pas revenue dans la classe pour leur dire que j'étais pas là. Quoi. Donc je commençais un peu à m'énerver. Et à la fin, il me dit, bah écoutez, moi je suis désolée parce que vous voyez, j'ai mis de la bonne volonté, mais je peux rien vous trouver. Oui, parce que ça, alors le problème des stocks, c'est un vrai problème. On a eu un problème de stock de masques. Mais il y a un problème de stock de vaccins, mais il y a un problème de stockage, de logistique. Et on se rend compte, alors je ne sais pas, qu'il y a des problèmes de chambres froides dans un pays industrialisé, qu'il y a des supermarchés et des gros distributeurs qui ont des endroits pour stocker des films froids. Beaucoup ont posé la question de est-ce qu'on ne peut pas réquisitionner pour intérêt général collectif, ces espaces pour faciliter le stockage. D'accord? Et tout ça, ce sont aussi des sujets qui sont en discussion. C'est-à-dire que la gestion du gouvernement, dans un moment critique, elle pose aussi plein de questions. Et l'accessibilité au vaccin, ça pose beaucoup de questions. J'ai un collègue qui enterre un proche, là, qui faisait partie de la top list des gens vaccinés. Mais on repoussait sans cesse son rendez-vous, en prétextant plein de choses. Et lui me dit, je soupçonne la question des stocks. Est-ce qu'on est déjà armé pour vacciner massivement les plus nécessiteux dans le mois à venir? Ils ont annoncé un calendrier. Oui, dans un calendrier qui est très énorme ambitieux, en fait, qui est très ambitieux, qui est complètement là. On a... à la fin de l'idée, on a fait la moitié de la population. Là, c'est 7 millions, quelque chose comme ça. Après, il va monter à 20 millions. Et ça. Les chiffres sont énormes. C'est ça, c'est que juillet-août, si tu dépasses 20 millions, tu arrives à 30, c'est un Français sur deux. Et l'idée, ce serait de monter à 20 millions pour faire toutes les personnes qui ont plus de 18 ans. C'était les décryptages de Bala. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast.